Bon, je souscris évidemment à tout ce que tu viens de dire, Thomas. J'allais moi-même faire référence à Rousseau pour répondre à un certain nombre des questions qui se posent à nous. Je ne vais pas revenir sur ce que tu as déjà dit, mais simplement, je dirais aussi, faisons attention à ce que la gauche ne se réclame plus uniquement que de l'égalité et ne laissons pas la liberté à nos adversaires, comme l'a très bien fait Macron pendant sa campagne présidentielle en disant, vous voyez, la gauche c'est l'égalité et nous on est du côté de la liberté. Je crois qu'une de nos tâches, une des tâches de notre camp, pour rester large de cette façon-là, une de nos tâches aujourd'hui, ça doit être de dénouer cette équivalence entre liberté et individualisme. Et c'est là que Rousseau nous est très utile, il faut relire le contrat social pour ça, parce que ce que nous apprend Rousseau, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre liberté et égalité, et il défait la contradiction entre liberté et collectif, ce qui aujourd'hui est un peu une idée qui court, que quand on est trop dans le collectif, on serait privé de sa liberté, de sa liberté individuelle. Ce que nous décrit Rousseau, et enfin, je parle sous ton contrôle et je vais l'exprimer de façon un peu simple, mais c'est qu'en gros, l'individu seul, livré à lui-même, livré aux forces de la nature, n'est rien. Il n'est pas dans la liberté, il ne peut pas exercer aucune liberté parce qu'il est simplement dans une forme de défense face à un monde qui pourrait lui être hostile. Le collectif est ce qui nous sort de ce souci permanent du maintien de la vie, enfin de la survie, et qui va permettre, par l'élaboration de règles communes, d'établir un cadre propice à l'exercice d'une liberté. En réalité, il n'y a de liberté que là où il y a collectif. Et la liberté, Rousseau montre très bien comment la liberté s'augmente de l'exercice du collectif. Et j'en reviens à mon expérience des Gilets jaunes et à ce dont on a déjà parlé. Qu'est-ce qui s'est passé en partie et à certains moments forts sur les ronds-points des Gilets jaunes? C'est ça, c'est le moment où on a retrouvé le goût de la délibération à travers cette solidarité. Mais ce n'était pas une solidarité pour dire on va aider les plus faibles par charité. C'était vraiment l'idée que ensemble, on est plus fort et on est plus libre. Et ô combien plus libre face à cette machine néolibérale, face à ces privations de souveraineté auxquelles on a affaire, qui sont extrêmement puissantes. Donc, renouons là, refaisons ce lien entre le collectif, la pratique de collectif et la liberté, ça part de la délibération collective. Et c'est ce que Rousseau appelle la volonté générale. Comment parler de démocratie et donc de république telle que nous l'entendons sans passer par cette volonté délibérée? Si on prend par exemple quelque chose qui a été évoqué comme un point clivant à gauche, qui est cette conception de laïque ou communautariste, qui effectivement peut, et surtout si on en croit les pratiques sur les réseaux sociaux, faire vraiment deux camps qui s'affrontent et qui sont irréconciliables. Comment sortir de ça? Eh bien, il n'y a qu'une voie pour en sortir. C'est la délibération, c'est la confrontation des points de vue, et c'est à partir de ça qu'on pourra sortir de l'opposition stérile. Cette délibération, ce débat d'idées, il doit avoir lieu dans la société, il doit aussi avoir lieu au sein des partis, entre les militants, mais en s'ouvrant sur la société. Je pense que tous les partis qui sont représentés ici doivent faire leur examen de conscience et se demander si réellement ils laissent la place en leur sein à un véritable débat contradictoire sur ces questions-là. Je pense pour ma part que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et ça entretient ce climat de confrontation stérile. Il faut que les débats aient lieu dans les partis, dans la société, etc. Et là-dessus, ça me permet de faire le lien avec, on parlait des médias, de la question, de la façon dont les médias, l'éducation, alors moi je suis prof en collège, donc évidemment cette question de l'éducation, j'y réfléchis tous les jours, mais comment est-ce qu'il contribue à cette privation de souveraineté et de liberté? Je pense que, évidemment, il y a quelque chose à réfléchir et à combattre du côté de l'uniformité des médias. On est tous d'accord là-dessus. Néanmoins, ne nous racontons pas d'histoire. François Boulot, apparemment, tu es passé à côté en 2005, mais que s'est-il passé en 2005? On avait une offensive de la caste politique et médiatique absolument massive pour faire campagne pour le non, pour le oui,
Et que s'est-il passé? En réalité, le non l'a largement emporté. Pour moi, 2005, c'est vraiment un moment d'élaboration de la volonté générale. À quoi on a assisté? Eh bien, pas du tout à des électeurs consommateurs, on a assisté à des électeurs lambda qui allaient acheter ce traité constitutionnel absolument indigeste, qui se le lisaient d'un bout à l'autre, qui le comprenaient dans des assemblées, donc collectivement, et qui collectivement comprenaient que l'intérêt supérieur de la nation, du côté, on est donc tout à fait dans la définition de la République, était dans le refus de ce traité qui était une privation de souveraineté en perspective. Résultat, on nous l'a resservi en 2008 et donc évidemment, ça explique, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça explique totalement la désaffection des électeurs quand ils s'abstiennent massivement et qu'ils refusent de participer à ce jeu de dupes. Voilà, donc de notre côté, menons cette bataille culturelle et ne nous racontons pas non plus, et enfin, je terminerai peut-être là-dessus, mais sur les questions de privation de souveraineté, on a évoqué la question européenne, etc. Le problème, c'est que c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que comment, si on est d'avis qu'il faut sortir des traités européens voire menacés d'une sortie unilatérale de l'Europe, comment fait-on? Est-ce qu'on dit élisez-nous et de cette façon on sortira? Mais en même temps, il y a le problème du cas de Tsipras qui dit à tout le monde, regardez, ils vous disent ça et ils feront le contraire. Donc on est coincé. En réalité, on ne peut pas, je crois, se contenter de dire votez pour nous et nous serons la solution, y compris pour résoudre la question européenne. Ces questions-là doivent être, nous devons, je pense, tous autant qu'on est, nous impliquer pleinement dans le débat qui travaille la société. Quand les Gilets jaunes vont sur les ronds-points, il faut y être. Et la prochaine fois qu'un moment chaud se donnera à voir, nous devons participer à ces débats activement et accepter de prendre ce risque, parce que c'est une prise de risque, mais il faut y aller. Moi, personnellement, en tout cas, j'en tire une formation citoyenne et politique de cette expérience-là, absolument incomparable, et j'invite tout le monde à en faire autant. Je finis juste sur une petite chose, sur l'opposition locale et entre le local fédéraliste et le national planificateur. Je pense que on doit aussi avoir à l'esprit un troisième modèle qui serait peut-être une issue à cette opposition qui peine à mettre les gens d'accord. C'est le modèle de la Sécu. On a aussi ce modèle-là qui est un modèle non étatiste. Alors moi, je dis ça, je suis une vraie jacobine, je l'assume pleinement. Et néanmoins, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant et de très riche par rapport aux questions qu'on se pose là. Le modèle de la Sécu, qui est un modèle géré par ses bénéficiaires, qui est à un niveau national, qui valide le niveau national de la solidarité, mais qui en même temps n'est pas entièrement, et voire pas du tout en fait, dans les mains de l'État. Il faut se souvenir que la Sécu, au départ, échappe totalement au pouvoir de l'État et des gouvernements, ce contre quoi les néolibéraux ont fait des offensives régulières jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils puissent décider du budget de la Sécu, ce qui n'était pas le cas au départ. Eh bien, je pense qu'il faut revenir à ces questions-là. Et là, je vous invite à aller voir du côté de Lordon, de Friot. Il y a des propositions de sécurité alimentaire qui sont absolument passionnantes et qui répondent de façon magistrale aux difficultés qu'on se pose aujourd'hui pour que le peuple se réempare de son destin véritablement. Voilà. Merci Manon. Alors,